les vrais complots, ça existe, Vince. Et les vrais complots ont fait l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que les vrais complots n'existent plus. Il y en a encore. Mais c'est que les théories du complot, donc des faux complots, sont en train de faire l'histoire à leur tour. Parce que ces éléments faux sont instrumentalisés dans des discours politiques qui donnent la victoire à ceux qui les utilisent. Si le problème des fake news, c'est un peu nous qui avons envie d'y croire, eh ben c'est un peu nous qui pouvons résister à ces croyances. Merci à toutes celles et ceux qui nous aident dans l'évolution de Limites. Nous avons lancé il y a peu l'Odyssée du Vivant, une grosse campagne de contribution qui a pour vocation de partir à la découverte en France, en Belgique, en Suisse et même ailleurs des projets, des exemples du monde de demain qu'on tente de faire advenir. Un monde respectueux de tous les habitants de la planète Terre. Et pour y arriver, j'ai besoin de votre aide. Rejoignez l'Odyssée du Vivant, le lien est en description, vous êtes déjà très nombreux, mais bien sûr, il n'y a pas de petits dons. Toute personne qui est capable de mettre une pierre à l'édifice va permettre de transformer les narratifs, de transformer les récits et de montrer tout simplement que l'écologie, c'est pas un truc chiant, au contraire, c'est un truc très très cool et surtout nécessaire pour notre avenir commun. C'est intéressant qu'ensemble on décortique les fils du mystère, mais avant ça, je voudrais savoir qui tu es pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. En fait. Pour ceux qui auraient l'immense chance de ne pas encore me connaître, moi je suis journaliste, je suis réalisateur documentaire et je suis devenu un spécialiste un peu bizarre parce que moi je m'intéresse pas aux vraies informations. Je fais même pas ce qu'on appelle du fact-checking, qui est de vérifier des infos, et quand tu vérifies des infos, des fois, il y en a une vraie. Moi je fais du debunking, ça veut dire que je m'intéresse qu'à des fausses informations, et le debunking, c'est l'opération d'expliquer qu'une info est fausse, mais surtout d'essayer de réfléchir à quoi sert cette fausse information, comment elle est utilisée, comment elle va se diffuser, et d'essayer de déconstruire ce qu'il y a un peu autour de cette fausse information. C'est finalement prendre le phénomène de la désinformation, des théories du complot, des fake news, comme un objet d'observation journalistique et sociale et sociétale, et d'essayer de mesurer comment est-ce que ces éléments-là, ces discours-là, vont se répercuter dans la société, vont être utilisés à des fins d'influence, à des fins de business, à des fins de politique, à des fins pour convaincre l'opinion. Et donc voilà. Et donc moi je m'occupe de tout ça. Et ce sujet sur lequel moi j'ai commencé à travailler en 2014, donc ça fait 11 ans, il est devenu, à l'époque, personne n'en avait rien à foutre. Le terme fake news n'existait presque pas. D'ailleurs, on parlait pas de fake news. On parle de fake news à partir de 2016, quand le terme est à la fois utilisé par les médias américains et par Trump. This is fake news. You are fake news. Voilà, concernant CNN. Exactement. Et du coup, moi, j'ai vu évoluer ce sujet, et j'ai vu que ce sujet est devenu, je vais pas dire l'alpha et l'oméga des sociétés occidentales modernes, mais il est devenu ultra prégnant dans les débats publics parce qu'il a grappillé petit à petit, au-delà de la sphère initiale, de gens peut-être un peu qui se considéraient comme des initiés sur des forums, en allant chercher des choses très cachées sur Internet, ou en tout cas difficiles à trouver. Aujourd'hui, t'ouvres TikTok. Que ça. Et sur 10 vidéos, t'en as 5 qui sont fake. Ouais. Tu ouvres YouTube, tu as le même type de problème avec la recommandation de vidéos. C'est-à-dire que tu vas en voir une, tu vas voir une vidéo sur les pyramides, paf. L'algo va capter, il va t'abreuver. Voilà. Et donc, moi, j'essaie d'observer ce phénomène. Et je l'observe comme journaliste, mais je suis aussi devenu enseignant. Donc je suis prof à Sciences Po Paris où je donne des cours sur ce sujet-là, et je fais aussi un autre truc qui est d'aller dans les collèges, dans les lycées pour faire de l'éducation aux médias auprès des plus jeunes, du décryptage de l'info, de l'analyse. On essaie de développer l'esprit critique numérique et de leur donner des tuyaux pour vérifier les infos et apprendre un peu à s'informer dans l'espace numérique. Et j'ai passé 7 semaines. Alors peut-être que entre le tournage et la diffusion, j'aurais passé le truc, mais je suis à 487 interventions en collège-lycée depuis 10 ans, dans toute la France.
Voilà, et je suis chaud pour venir en Belgique, hein, s'il y en a qui veulent. Avec plaisir. J'ai fait quelques confs avec des assos belges aussi ces dernières années. Tu es la meilleure personne devant toi, parce que j'ai fait exactement la même chose pendant la période du Covid, sur toutes les fake news qui tournaient. Voilà. Et aussi, on devenait dire on ne savait pas quand on ne savait pas qu'on n'avait pas suffisamment d'infos. Voilà. Et là, tu marques un point hyper important, mais je pense qu'il faudra y revenir plus tard. L'un des vrais éléments de cette nouvelle forme de communication qui existe avec les réseaux sociaux, avec les chaînes, avec les vidéos sur Internet et tout, c'est qu'effectivement, quand on ne sait pas, faut pas faire comme si on savait. C'est parce Il faut que avoir les médias cette cherchent. humilité. C'est parce que non, bien sûr que chaînes non. télé Mais ou alors, plateaux télé. les chaînes ne cherchent pas, les algos n'en veulent pas non plus. Essaye de faire une vidéo en disant bon, je suis pas sûr. Et puis Ça nous arrive d'avoir des chercheurs qui nous disent on ne sait Ouais. pas, on sait pas. Et moi, je suis tranquille avec ça. je suis pas certain que ça soit les vidéos qui marchent le mieux. Non, effectivement, parce que les gens ont ce besoin, mais nous, sur la chaîne, on ne cherche pas forcément à faire des vidéos qui marchent le mieux. Ce que j'ai sinon, compris. je ne ferais pas d'écologie déjà, je ne ferais pas de limite planétaire et on ne ferait pas ça. Mais on essaie. Quelle drôle d'idée. Vraiment, vraiment. Mais tu sais, pour revenir un petit peu à tout ça, moi je vais un peu retourner dans le passé. Aujourd'hui, alors je suis né en 86, faites le calcul vous-même. Nous tournons cette vidéo le 21 mai 2025. Tu as 14 ans. Exactement, ouais, grave. Il y a un élément, tu sais, avant de te voir, je me suis dit, mais attends, c'était quoi la plus vieille théorie du complot que j'ai pu entendre? Ouais. À quel moment? Moi, clairement, Internet, je l'ai eu à mes 12 ans. On est dans les années 2000 environ, 1998-19, mais plus vers mes 12, 13, 14 ans comme ça, où j'ai mes premiers souvenirs de théorie du complot que je voyais défiler dans des forums, ça racontait ça. Et je crois, la première dont on parlait fondamentalement à l'école, c'était la zone 51. Ouais. On est dans les années 90. Ouais. Et tout le monde parlait, ouais, il y a une base militaire avec des aliens, etc. Et c'est devenu un truc que tout le monde croyait. Il n'y avait pas Internet. Là, je parle d'avant Internet encore. Hein. Mais ça, c'est X-Files. C'était à cause d'X-Files. ça, C'est la maintenant. série X-Files. C'est quasiment certain que c'est cette série-là qui C'est vrai que la zone a 51, posé c'est ce bon, ouais. narratif-là et qui, en fait, a joué sur une question sur laquelle on n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone 51 Qui est une vraie base militaire. Voilà, qui est une vraie base militaire américaine dans laquelle ils ont fait notamment des tests nucléaires dans les années 60-70 sur des armes, mais qui en plus va se retrouver au-delà d'X-Files dans Independence Day. Oui, Hein, effectivement, où voilà. ils ont vraiment fait prisonnier. Voilà. Là, on est en 95, Je pense qu'on est à la fin des années 90. Mais c'est en même temps qu'X-Files. C'est dans la même période, hein, et en gros, t'as un espèce de terreau narratif de fiction d'Hollywood sur les choses bizarres qu'on nous cache, qui a toujours existé dans les grands films américains, les thrillers et tout. L'idée que JFK. JFK. Alors il y a un chapitre sur JFK dans le bouquin. Ok, lourd. Parce que le film JFK, et moi je le dis dans le bouquin, j'ai cru à tout ce qu'a dit Oliver Stone dans JFK. Bah, c'est tout faux. C'est que du fake, mec. Tu sais que j'ai pas vu le film. Mais c'est une dinguerie. Non, mais en Je fait, sais c'est que une dinguerie. JFK C'est-à-dire qu'on a tous, il y a 80% des Français Ouais. qui pensent que Lee Harvey Oswald n'a pas tué Kennedy et qu'il y a un complot contre Kennedy à cause de JFK. Parce que le film est ultra bien fait. Et en réalité, le film, sous couvert de présenter des éléments d'enquête officielle, de l'enquête américaine sur le crime de l'assassinat du président américain, en fait, va montrer systématiquement des choses biaisées de l'enquête, qui sont pas les conclusions finales, mais qui sont des hypothèses de travail, sans jamais nous dire que c'est des hypothèses de travail, en disant que ce sont les conclusions définitives. Et en fait, c'est pas ce qu'a dit l'enquête, quoi. C'est pas ce qu'a dit l'enquête officielle. Donc en fait, Oliver Stone nous a manipulés en nous racontant des choses qui n'étaient pas vraies du tout, dont j'ai du mal à imaginer que lui savait qu'elles étaient, enfin pensait vraiment qu'elles étaient vraies. Je pense qu'il y a vraiment un truc de manipulation. Mais en tout cas voilà, mais il y en a plein. Et effectivement, chaque grand moment de l'histoire de l'humanité aujourd'hui est réinterprété aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec un vernis complotiste. La Deuxième Guerre mondiale aussi. Alors tu remontes à la Seconde Guerre mondiale, et là tu remontes. Si tu vas à la Seconde Guerre mondiale tout de suite, eh ben on est obligé de dire un truc, c'est que l'idée qu'il y a derrière la pensée nazie,
Donc l'idée que les juifs dirigent le monde en secret et qu'il faut les éliminer, parce que c'est un régime d'élimination des juifs. Que l'Allemagne nazie s'est fondée sur des fausses informations complotistes. Voilà. Et tout en leur fait, c'est ça. narratif pour prendre le pouvoir. La plus grosse théorie du complot, c'est les juifs dirigent le monde en secret. Au Moyen-Âge, tu avais déjà des mecs qui expliquaient que les juifs mettaient la peste bubonique dans les puits. Donc, qu'ils étaient responsables. Tu vois, tu vas de la peste brune, de la peste noire, pardon, au Moyen-Âge jusqu'au Covid, et tu trouves les mêmes mecs qui te disent que c'est les juifs qui ont créé les maladies pour toucher la planète, tu vois. Donc ce truc-là, il existe depuis toujours, et il y a en fait autour de toutes ces théories du complot, des moments où ça revient un peu dans l'actualité, des moments où ça repart, et puis ça embrasse un peu les grands débats de la société d'une manière générale, et on voit revenir des trucs de manière cyclique, et on en voit d'autres qui disparaissent. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui dans le domaine de la discussion qui, moi, me surprennent beaucoup, parce que quand on travaille sur ce sujet-là, il y a des choses où tu dis, bon, je comprends que les gens y croient, parce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire douter, il y a des trucs, et puis il y a des choses, tu dis, quand même, tu vois, l'histoire que les reptiliens gouverneraient le monde en secret, c'est quand même compliqué, tu vois, d'arriver à adhérer à ça, l'idée que la Terre serait plate, et qu'il y aurait au bord, comme le mur de Game of Thrones, pour éviter qu'on se casse tous la gueule. Faut quand même aller loin pour aller adhérer à ces trucs-là. Et en fait, ce qu'on a mesuré aussi en psychologie sociale, c'est que ces récits-là, qui nous semblent dingues, en fait, ils permettent d'adhérer à ceux qui ont l'air plus sérieux. Et donc ça permet aux mecs qui croient que le 11 septembre, c'est les Israéliens ou George Bush et pas Al-Qaïda, de te dire, tu vois, l'autre avec ses reptiliens, c'est vraiment de la connerie. Par contre, le 11 septembre, tu vois, c'est sérieux. Et moi, j'ai des infos. Et donc, ça permet cette espèce de passe entre les trucs, et y compris au sein de l'univers complotiste, personne adhère à toutes les théories du complot. Non, bien sûr. Tu vois. Et en fait, ces théories, on y adhère avant tout, parce qu'on a un peu envie d'y croire, parce qu'elles épousent un peu notre vision du monde. Je veux dire, qu'est-ce que... Je discutais hier avec une journaliste très féministe. Et je lui disais, voilà, toi par exemple, je pense que la thèse défendue par les groupes masculinistes, qu'il y aurait un complot des femmes pour supprimer les hommes, leur enlever leur pouvoir, faire d'eux des homosexuels ou des êtres sans force et tout. Il y a des gens qui y croient vraiment, mais je dis, mais toi, tu vois, t'adhères pas à cette idée-là. Elle me dit, non, moi je suis féministe, fatalement, je trouve que tout ça, c'est vraiment des conneries. Effectivement, mais à l'inverse, peut-être qu'elle pourrait adhérer sur un autre truc, parce que ça épouserait ses idées. Donc, le vrai problème, entre guillemets, c'est moi, c'est toi, c'est vous, mais c'est génial, parce que ça veut dire que la solution, c'est toi, c'est moi, c'est vous. Si le problème, c'est notre manière de percevoir les choses, et qu'on est capable de travailler là-dessus, en réalité, on a la solution. Si le problème des fake news, c'est un peu nous qui avons envie d'y croire, c'est un peu nous qui pouvons résister à ces croyances. Et donc, je crois que moi, j'en ai marre qu'on dépossède les gens de leur capacité à agir. Et j'en ai marre qu'on exonère les citoyens et les individus de leurs opinions. Il y a un truc qui est assez fou avec les fake news. Moi, je pense que je suis tombé dessus. Je fais une distinction entre fake news et théorie du complot. T'as raison. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez particulières. C'est que pour moi, la télévision et les médias bombardent de fake news sur l'écologie. Alors, j'utiliserais plus le terme de fausse information que de fake news. Voilà, parce que dans fake news, tu as une intention de mentir. Voilà, c'est pas forcément péjoratif, c'est pas une question de jugement de valeur, c'est plutôt une question de nature. Voilà, une intention de mentir, alors que de l'autre côté, c'est plus de la méconnaissance. C'est une erreur. C'est une erreur. Ok, voilà. Cette erreur, elle peut être le fait d'avoir subi un lobbying, d'avoir subi des informations de greenwashing. Des courants de pensée. Voilà, d'être dans un courant de pensée plutôt libéral et donc de pas vouloir d'une intervention de l'État sur l'économie, sur un certain nombre de domaines. Vraiment la distinction, c'est important. Mais je pense qu'il que n'y a pas l'intention de. J'ai pas, en tout cas, pour avoir moins travaillé dans les grands médias, j'ai jamais vu des mecs qui disaient on va leur mentir. C'est faux, je le sais et je vais le dire. Ça, c'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quand même, en fait, c'est un peu, pour moi,
les grands médias, c'est un peu le monde d'avant, dans lequel même les mecs qui voulaient mentir étaient obligés de faire un peu comme s'ils disaient la vérité. Internet a changé les choses. Aujourd'hui, les mecs qui veulent mentir sur leur chaîne YouTube, ils mentent clairement. Et ils font pas semblant de dire la vérité. Ils font pas semblant. Enfin, on en connaît quelques-uns qui savent très bien que c'est un modèle économique rentable que de mentir. Voilà. Mentir sur YouTube marche, sur TikTok aussi, et permet de gagner des millions. Je suis très sérieux avec vous. Oui. On a évalué quelques chaînes YouTube avec des gourous francophones qui mentent, qui se contredisent, mais c'est pas grave, il y a 30 vidéos, les autres ils ont oublié, mais nous on n'oublie pas, donc nous on revient et on fait des debunks et des trucs dans le genre, parce que voilà. Et en évaluant, tu te rends compte, oui, leur chaîne génère des centaines, voire jusqu'à des millions d'euros sur du mensonge, de la fake news, on envoie et on balance, et que tu te rends compte que c'est tellement une machine productiviste de conneries que tu dis, ok, l'intention, elle est clairement financière, il y a rien d'autre derrière, comme des livres. Mais tu vois, c'est ça. Après, la différence, tu vois, c'est que le livre, il est vendu 15 €, moi je gagne 80 centimes dessus. Ouais, ça c'est les auteurs, vraiment beaucoup tu vois, courage. pour arriver. Je suis d'accord. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, on peut, en ce moment, il y a un méga succès de librairie qui est résisté de Salomé Saké. Pour Salomé, en plus. C'est un exemple par l'histoire. Voilà, mais son livre, il est à plus de 200 000 exemplaires de vente. C'est colossal pour la société française, pour les livres en français. Un essai à 200 000 exemplaires, c'est vraiment énorme. Et même avec ça, tu te dirais, elle va gagner suffisamment d'argent pour se mettre à l'abri et tout. Pas du tout. Parce que tu vois, dans cet ensemble et dans cet amas de fausses informations, je suis tombé dedans. Et il va falloir qu'on essaye de creuser avant de citer des exemples concrets. Moi, t'as mis plein d'exemples qui sont géniaux et je dis bien, il y a des gens qui nous regardent et on se pose des questions sur beaucoup de choses. Quand tu vois, c'est important ce dont je te parle, la psychologie humaine, pourquoi est-ce qu'on tombe dans les fake news? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Parce que si on tombe là-dedans ou dans les théories du complot, c'est que d'une certaine façon, ça nous parle. On va y venir après. Moi, je veux te parler d'un truc très concret, c'est quand tu vois la désinformation et le mensonge des compagnies de cigarettes. Pendant très longtemps, avec la production scientifique complètement biaisée pendant très longtemps. Quand tu vois le mensonge des compagnies pétrolières qui étaient au courant depuis très longtemps, avant même qu'il y ait GIEC, les rapports du GIEC, avant même qu'il y ait autant de chercheurs qui s'intéressent à la question climatique et des climatologues. Total Energy savait, ExxonMobil savait, à l'époque c'était Humboldt Oil, ils savaient tous, ils avaient des données, on a toute la production, totalement.fr, pas totalement mais totalement, ils mentent, .fr, vous avez toutes les publications de l'époque, bref, aujourd'hui ce n'est pas, voilà, c'est documenté, c'est prouvé. Ils étaient au courant. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable, ils n'ont pas averti l'opinion publique, ils ont voulu continuer en fait la machine économique destructrice à leurs intérêts. Pareil pour les pesticides. Et en fait, tu te rends compte, avec BASF et avec Bayer, tu te rends compte que cette notion de complotisme, elle a existé, elle est là. Alors, mais est-ce du complotisme ou est-ce autre chose? Tu marques un point très important. Moi, avant de travailler sur ces sujets-là, j'ai travaillé pendant 7 ans au Chili sur le complot de la CIA, de la bourgeoisie chilienne et de l'armée pour mettre un terme à l'expérience socialiste de Salvador Allende le 11 septembre 1973. Les vrais complots, ça existe, Vince. Et les vrais complots ont fait l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que les vrais complots n'existent plus. Il y en a encore. Mais c'est que les théories du complot, donc des faux complots, sont en train de faire l'histoire à leur tour. Parce que ces éléments faux sont instrumentalisés dans des discours politiques qui donnent la victoire à ceux qui les utilisent. Et finalement, moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de complot. Et je ne crois pas que tu aies un seul journaliste. Mais comment tu définis complot? C'est ça la question. Alors, tu veux que je te dise un truc? Le 11 septembre 2001, c'est un complot. C'est un complot d'Al-Qaïda qui a formé 19 mecs, les a financés, les a entraînés pour foutre en l'air l'Amérique. Voilà. Et ils ont réussi. Voilà, personne n'était au courant. C'était un petit groupe qui était au courant. Ils ont réussi à maintenir le. Et ça. Un complot, c'est quoi? C'est des gens dans le secret qui s'organisent pour nuire à un autre groupe, quel que soit. Le complot, il peut commencer dans ton équipe de travail. Le moment où ton frère il va vouloir prendre ta place, mon gars, tu vas voir, il va trouver le truc. Donc ça commence comme ça. Tout, tu vois, ça commence en fait dans les groupes humains.
il y a ce truc-là de je vais dire du mal de telle personne, je vais prendre sa place, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça se passe dans tous les milieux professionnels, Voilà. J'imagine que ça vous est arrivé. Ce qui est aujourd'hui, ce qui nous pose problème, enfin ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'arriver justement à traiter les vrais complots et à pas se faire avoir par les théories du complot. Parce que si on passe notre temps à fouiller un truc qui n'existe pas, est-ce qu'on va s'occuper du vrai complot? Exemple très concret. Si on passe notre temps à chercher à quel point les vaccins contre le Covid sont hyper dangereux et rendent tout le monde malade, alors que le nombre de gens vaccinés dans le temps qui a été fait nous montre qu'il n'y a pas ces conséquences terribles que prétendent les complotistes, le démontre. À l'inverse, on sait que l'industrie pétrolière a financé la désinformation sur le climat depuis 40 ans. Et que aujourd'hui, quand tu tombes sur une fake news autour du climat, il y a 95% de chances pour que tu tombes sur un document qui a été produit par ces think tanks conservateurs qui racontent n'importe quoi, avec des fausses études, des faux scientifiques, tout ça financé par l'industrie pétrolière afin de maintenir leur hégémonie économique. Donc il y a un truc qu'il faudrait adresser. Tu vois. Mais si moi je passe mon temps à chercher des trucs sur le Covid, eh ben j'ai pas le temps de chercher ce truc-là. Mais c'est ça qui m'étonne, c'est que j'ai la sensation, pour avoir beaucoup creusé ces questions sur les lobbies, comment ils fonctionnent, Qatargate, tout ce que tu veux, enfin, on est dans un monde d'influence, exactement, de complot. Alors il y en a. Moi j'ai la sensation, c'est peut-être un biais, que ceux qui sont à fond dans les théories du complot ne voient pas les complots réels. En fait. Mais je te confirme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, les mecs, les compagnies pétrolières, c'est gros comme une montagne. L'agro-industrie avec le lobbyisme, c'est gros comme une montagne. On en parle, c'est documenté, et là, on n'y va pas. Je pense qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et que l'un des problèmes de la question climatique, et on l'a vu en fait ces dernières années, c'est que... Parce que là, excuse-moi, mais le climat, on dit que c'est un groupe politique qui fait un complot, qui a inventé le changement climatique pour juste nous vendre des voitures électriques. Alors, pour vendre des voitures électriques, surtout pour changer nos modes de vie. Oui. Pour nous empêcher de vivre comme on veut vivre. Pour nous empêcher de manger comme on veut manger. C'est des think tanks américains des énergies fossiles. Que les gens adhèrent aux informations ou pas, ils veulent pas changer leur mode de vie. Et c'est ça le truc. Donc ils vont chercher des informations qui pourraient justifier. Ils vont chercher. On va prendre un exemple qui a rien à voir avec ce sujet, mais qui montre bien un truc qui est très fort chez les êtres humains, qui s'appelle le biais de confirmation. On a tous des biais cognitifs. Ça s'appelle que nos cerveaux ont des manières de fonctionner qui fait que c'est pas toujours autant la méga intelligence dans notre tête qu'on voudrait bien l'imaginer. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est que tu vas toujours avoir tendance à prendre des infos qui vont dans le sens de ce que tu crois déjà, plutôt que prendre une info qui va remettre en cause tes croyances. C'est des processus inconscients parfois. Même. C'est totalement inconscient, et même on arrive à mesurer, si tu veux, la consommation d'énergie dans ton cerveau pour accepter une idée qui va dans le sens de ce que tu crois ou pour la rejeter. Et bien en fait, l'effort que tu dois faire physiologiquement pour rejeter une idée, en tout cas pour contredire une idée à toi, c'est beaucoup plus dans ta tête que d'accepter une idée qui serait peut-être fausse, mais qui va dans le sens de ce que tu crois. Donc en fait, on est prédisposé à renforcer nos croyances, même quand elles sont pas vraies, plutôt que vérifier. C'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. C'est compliqué, parce que quand quelqu'un vient te donner une information qui va complètement à l'encontre de quelque chose que tu pensais être sûr à 100%, il y a une émotion. Enfin, moi, c'est un mélange entre les deux. Tu réfléchis et t'es ému. T'as les deux en même temps. T'as tes émotions qui jouent. Mais je prends l'exemple, tu vas voir. Mais ça va un peu loin, excuse-moi. Vas-y. Parler parce que c'était quand même toi l'invité. Vas-y. Le processus psychologique qui se déroule au moment où quelqu'un vient te contredire sur une information qui relève du savoir, pourtant, je peux la croyance, ok, ah tiens, je pensais que, mais quand ça relève du savoir et que ça se confronte, donc c'est-à-dire que c'est attesté, voilà, les activités humaines, CO2 dans l'atmosphère, forçage radiatif, bref, changement climatique, point. Lorsque tu tombes sur quelqu'un qui vient avec 1000 arguments, t'es là, tu rends le truc, et si cette personne, admettons, elle a raison, ce qu'il se passe, c'est que tu t'aperçois en fait, et je fais le test, même pour le champ de la croyance, on va rester dans le champ de la croyance parce que quand tu sais, et je démontre facilement en claquant des doigts les fausses informations. Mais quand tu crois à quelque chose, tu sais pas trop. Tu forges quand même, j'ai l'impression qu'on fait des liaisons neuronales entre cette croyance et
un vocabulaire, une manière d'être, Bien une sûr. manière de se comporter. En fait, tu l'intègres à un schéma de pensée. Et c'est ça, je crois que l'énergie que le corps demande, que le cerveau demande, c'est que quand quelqu'un vient déstabiliser ça, c'est comme si ça allait bousculer ta façon d'éduquer tes enfants, ta façon. En fait, et là, et c'est le moment en fait où ton cerveau commence à trembler parce que je suis passé par là étant jeune. Et ça te change. En fait, c'est comme un château de cartes. En fait, c'est mon shift écologique, quoi. Ouais. Bah, le château de cartes, il tombe, tu vois. Mais je vais te prendre un exemple, tu vas voir, qui est hyper intéressant, qui est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Tu sais, l'homme le plus recherché Qu'on voit partout. Voilà et tout. Alors, on va pas faire le truc d'Aquabeb, est-ce qu'il est machin et tout. Non, c'est ce qui s'est passé. Il y a en 2018, si je me trompe pas, quand tu as tous les journaux de France qui se trompent et qui disent qu'il a été arrêté. Ils mettent en photo la tête d'un mec qui n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, qui est un touriste portugais qui s'appelle Guy Joao, mais qui se trouve avoir des empreintes digitales qui correspondent quasiment à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc toute cette journée du vendredi où on pense qu'il a été arrêté en Écosse, et ben en fait on pense que c'est lui. Et il va se passer un truc, c'est que sans rentrer dans les détails, les mecs font une erreur sur l'identification avec les critères scientifiques d'analyse des empreintes digitales. Et à aucun moment dans la journée, quelqu'un va poser la question de la source de l'information. Le truc va se circuler de la police de l'air et des frontières écossaises à la Scotland Yard, aux policiers français, puis aux journalistes français qui vont aller, en l'occurrence sur BFM, dire il a été arrêté et tout. Et il y a un moment où on va mettre côte à côte les deux photos. La photo de Xavier Dupont de Ligonnès, la dernière qu'on a de lui, et la photo de ce fameux Guy Joao. Et franchement, tu vois les deux bonhommes, c'est pas possible que tu dises que ce soit les mêmes. Et bah, qu'est-ce que se sont dit les journalistes? Ils se sont pas dit ah putain, attends, on s'est planté les mecs, là, c'est pas le même bonhomme. Ils se sont dit, tu te rends compte à quel point le mec a fait de la chirurgie esthétique pour nous échapper? Ça, c'est le biais de confirmation. Ça veut dire que plutôt que d'accepter que tu t'es planté, tu vas accepter une idée complètement dingue. Le mec a fait de la chirurgie esthétique pour changer son visage à ce point, parce qu'elle va dans le sens de ce que tu crois. Et en fait, on fonctionne tous comme ça. Et donc, et ça, par exemple, tu le sens très fort. Je sais pas, tu vois, bah tiens, j'étais à Marseille le week-end dernier. Il y a beaucoup de gens là-bas qui sont persuadés que tout le monde en veut à l'OM. Et C'est que une culture un peu de ça. tu vois, et que par exemple, tu vois, c'était la fin de saison, il y avait l'équipe type des joueurs de Ligue 1, les meilleurs joueurs, et les mecs étaient là en train de compter les notes et de dire, tu vois, regarde, l'attaquant de Marseille, il y est pas. C'est bien parce qu'ils aiment pas les Marseillais et tout, c'est encore un complot contre Marseille et tout. Et moi, j'entendais les gens autour de moi, tu vois. Moi, je suis supporter de l'OM, donc potentiellement, je pourrais adhérer à ce genre de truc. Mais la réalité, c'est que le mec dont il parle, il a mis beaucoup de buts et c'est un super joueur, mais il a aussi raté au moins une dizaine de matchs où il est complètement passé à côté. Alors que les gars qui sont dedans, bah, ils ont peut-être mis un peu moins de buts, mais ils ont été bons tous les matchs. Donc, mais quand tu ne veux pas voir les critères, bah, tu les vois pas. Et donc, il y a un truc. En fait, il faut qu'on se rende tous compte de quelque chose qui est hyper important. C'est que nos croyances et nos savoirs sont vachement entremêlés et que tout ça est pas tant basé sur des arguments que sur nos émotions à recevoir les arguments. En fait, on est beaucoup plus gouverné par nos émotions que par notre réflexion. Et c'est là qu'il y a ce piège. Parce que, eh ben, oui, bien sûr que les choses les plus choquantes vont capter plus notre attention. Donc du coup, ce genre de contenu-là, les choses un peu qui te simplifient la vie, qui te simplifient les explications, ça marche mieux que les trucs compliqués. Et ben les théories du complot, c'est comme ça. La grosse théorie du complot, qui était un mouvement assez impressionnant, duquel est issu pour moi Kennedy, même si je fais le lien, enfin le Kennedy actuel, hein, qui est ministre de la Santé, et Robert Kennedy. Je vais te parler de Qanon. Ouais, Qanon. Qanon, pardon, exactement, qui était incroyable parce que je me rappelle d'une image, d'une vidéo qui m'a fait halluciner, de gars de Qanon qui se sont rassemblés quelque part en disant il y a John Fitzgerald Kennedy qui va revenir. Alors, là, tu fais le lien total. Ils sont sur le Dealey Plaza. Qu'est-ce que c'est que le Dealey Plaza? Cette image m'a choqué. C'est la place sur laquelle John Fitzgerald Kennedy a été assassiné à Dallas. Les mecs ont campé pendant plusieurs jours en attendant la résurrection. C'est en stream, quoi. De Kennedy et de tout un tas d'autres personnages qui devaient, selon la mythologie Qanon, arriver à sauver l'Amérique des pédophiles satanistes qui gouvernent le monde en secret. Chez les démocrates. Exactement. Alors bien sûr chez les démocrates. Ça a été vanné dans
Ça a été un argument de vanne dans la série avec les super-héros qui sont complètement mégalos et complètement psychopathes. Là, ok. The Boys. The Voice, ok. The Boys, ok. Voilà, effectivement. Mais du coup, donc en fait, t'as ce truc-là, le mouvement QAnon, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le méta-complot. C'est que c'est l'idée que tout serait un espèce de méga complot de dingue, parce que tu imagines même que y a des ramifications entre des États qui se font la guerre, mais qui en réalité dirigeraient le monde en secret et tout, et qui est très... En fait, c'est vachement bizarre parce que c'est très religieux. Ça fait appel à l'idée d'un messie qui viendrait sauver les gens. Tu vois, donc il y a tout un truc, il y a toute une espèce de mythologie. C'est une tentative de secte. Bah, moi, je trouve que ça ressemble un peu à un truc de dérive sectaire, parce que tu as un gourou, Q, le personnage qui écrit, qui est supposément, tu sais, ce truc de Q, c'est que... pourquoi il s'appelle Q, ce personnage? Il s'appelle Q parce que dans les services secrets américains, il y a des degrés d'accréditation. Et quand tu as l'accréditation Q, ça veut dire que tu sais ce qu'il y a dans la zone 51. Tu vois? Et c'est comme ça qu'ils le vendent. Ils disent, quand tu as l'accréditation Q, tu as accès au secret de l'Amérique. Et donc, Q, anon, parce que c'est un Q anonyme, puisque tu ne sais pas qui c'est, et il va publier des messages un peu cryptiques sur des forums 4chan, 8chan, 8kun, tout au long de l'année 2017, 2018, 2019, 2020. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on sait qui est Q. Ah bon? Mais ouais, ça a été trouvé par 2 chercheurs en sémiologie. C'est hyper intéressant. Les mecs c'est l'équipe qui a bossé pour savoir si Molière avait bien écrit toutes ses pièces. Il y a l'idée que Molière a écrit... L'étude de l'écriture. En fait, c'est-à-dire que quand tu écris, tu vas utiliser, toi, peut-être le mot parfois, quand moi, je vais utiliser le mot dorénavant. Quand tu utilises le mot parfois, et ben systématiquement, tu vas mettre une virgule. Quand tu vois, en fait, on a des manières d'identifier nos personnalités au travers du langage. Et donc, ils ont bossé sur Molière pour essayer de savoir si Molière avait vraiment écrit toutes ses pièces, parce qu'il y a un peu une idée que Corneille aurait écrit certaines des pièces de Molière sous faux nom, et que Molière les aurait récupérées. Il se trouve que Molière a vraiment écrit tous ces trucs et que c'est une équipe de chercheurs en sémiologie qui a démontré ça. Cette même équipe a bossé pour démontrer qui était Q. Et donc, ils ont récupéré les textes écrits par une quinzaine de personnes qui étaient soupçonnées d'être Q par des équipes de journalistes et tout. Ils ont récupéré tout ce que ces gens avaient écrit. Tout. Les messages privés, les messages perso, les messages publics, les posts sur les réseaux sociaux, les discours, les machins, tout, absolument, qu'avaient dit ces mecs. Et ils ont passé ça dans un méga algorithme, dans une méga machine, avec tous les messages écrits par Q. Et bien en fait, Q, c'est 2 bonhommes qui se succèdent. Un mec qui est un nobody absolu, et qui n'est absolument pas accrédité secret défense et tout, et qui a écrit des choses, et qui va faire ça pendant 1 an et demi, et au bout d'un moment, c'est un autre personnage qui s'appelle Watkins, qui est le fils du propriétaire des forums 8chan, 4chan, 8kun, qui va reprendre le flambeau et qui va écrire les messages. Ce mec-là, depuis, s'est présenté sous l'égide du mouvement trumpiste dans un État américain pour devenir député. Et puis il y a un paradoxe de dingue en fait, à ce que sur les forums qui contiennent le plus de trucs pédophiles dégueulasses, parce que ces réseaux en ont plein, en fait, il y a les mecs qui expliquent qu'il faut lutter contre les pédophiles. Donc, tout ça n'a aucun sens, tout ça est une arnaque, et c'est probablement même une histoire de business, en fait, aussi. Oui, parce que c'est des Américains, ils font pas un truc sans qu'il y ait une volonté pécuniaire derrière. C'est très péjoratif vis-à-vis des Américains. Désolé s'il y a des carrés qui nous regardent. Mais regarde Raël. Regarde, voilà, regarde QAnon, ils vendaient des t-shirts, ils vendaient des goodies, ils vendaient des mugs. Donc ils ont sans doute récupéré des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui a été récupéré. Des dons. C'est comme si nous, limite, on reçoit des dons parce qu'on a envie de diffuser des choses qu'on estime importantes pour monsieur et madame tout le monde. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va faire sa chaîne YouTube, à la QAnon, qui va estimer, non, les gens ont besoin de savoir qu'il y a des reptiliens à la place des êtres humains, et qui va aussi recevoir des dons, et donc il va faire une escroquerie. Top, t'es déjà à la moitié de la vidéo, ne bouge pas, je te propose la suite juste après. Mais en attendant, laisse-moi te parler de l'Odyssée du vivant. On a décidé de transformer la vision éditoriale de Limite, on a beaucoup lancé d'alerte, et aujourd'hui ce qu'on a envie de faire, c'est de changer le narratif, de montrer des récits différents, des récits
positif autour de l'écologie, car il y a déjà des tonnes et des tonnes de projets qui sont en cours, qui existent, avec des nouvelles économies, des nouvelles façons de s'organiser, et on trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler. Eh ben, Limite se lance maintenant dans une grosse campagne de contribution. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour y participer, le lien est en description. Ça s'appelle l'Odyssée du Vivant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Si on veut tous ensemble pouvoir transformer le monde, on doit transformer notre vision de l'écologie, et ça passe notamment par ça. Vous êtes déjà très nombreux, soyez encore plus nombreux. Bienvenue à vous sur Limite, lien de l'Odyssée du Vivant en description et du fond du cœur. Merci. Mais ce qui est assez intéressant en plus avec le mouvement Quanon, c'est que au départ, Internet, c'est un espace dans lequel il n'y a pas de frontières, mais il y a des barrières linguistiques. L'Internet anglais, anglophone, c'est pas l'Internet francophone. Et en général, il y a un petit temps avant que ce qui se passe en anglais arrive en français. Et ce petit temps, c'est le temps que les choses qui se passent souvent aux États-Unis, puisque c'est souvent là-bas que ça démarre, passent par le Canada. Ouais. Et c'est là qu'il y a la transformation. Puis par la Belgique ou la Suisse. Ouais, totalement. Et ensuite par la France. Ouais. Hein, mais ça passe quand même, ça fait ce chemin-là. ARP, Chemtrail. Exactement. C'est des trucs américains. Ouais. Et je me rappelle du projet ARP, j'en ai entendu parler, genre, on devait être en 2008-2009, la première fois que j'en ai entendu parler. Et je veux dire, quand on se met à parler de ça, c'est que... Et je me rappelle, oui, si, sur les forums, j'allais chercher, c'était des trucs québécois. C'est des Canadiens qui en parlaient. Mais là aussi, c'est quand même une folie parce que nous, on le sait, on l'a vu, et attention, il va peut-être y avoir des commentaires. Quand j'aborde des vidéos sur le changement climatique qui partent en viral sur YouTube, donc qui vont au-delà de notre bulle algorithmique, qui proposent le sujet à plein d'autres gens, monsieur tout le monde, les commentaires sur ARP, ils arrivent en masse, quoi. Ouais, c'est pas... Genre, les feux en Californie en janvier 2025, c'est pas le changement climatique, c'est pas multifactoriel au changement climatique, à des événements, des conditions météorologiques. C'est ARP. Et c'est tout. Et c'est la réponse. C'était déjà le cas pour les inondations à Valence. Oui. Et attends, pour les inondations à Valence, il y a eu ARP, mais il y a eu aussi un autre truc. Le bateau qui est une centrale électrique portable. Ça, c'est ARP. Et c'est ça qu'ils considèrent comme ARP, en fait. Ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait, la personne qui partage cette vidéo, avec le bateau qui est soi-disant devant Valence, alors qu'il n'est pas du tout à Valence, il est aux îles Canaries, enfin bon, c'est pas grave. Nous, on a parlé à la nana qui a filmé le bateau. Oui, mais tu vas rigoler. Ah, ok, parce que moi, ce que j'ai retrouvé... Nous, on a parlé. Le mec, j'étais sur Trafic Maritime pour voir où est-ce qu'il était amarré. Bien sûr. Il n'était pas du tout c'est un bateau turc. Oui. Et en fait, il y en a une dizaine comme ça de bateaux dans le monde. Ils travaillent plutôt en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, où il y a des très petites îles qui a des difficultés d'approvisionnement électrique. Ils stationnent, ils font de l'électricité, ils distribuent, machin. En fait, tout ça part d'un mec qui s'appelle Silvano Trotta. Français. Qui est un Alsacien, je crois. Je crois qu'il est en Suisse maintenant, mais je suis pas sûr. Beaucoup en clash avec Serge Jacquat sur Twitter. Exactement. Et lui, dédicace à Serge, que j'ai rencontré dans une émission et que j'aime beaucoup. Incroyable, on l'a vu sur la chaîne. J'aime beaucoup Serge. J'ai même eu la chance de porter son chapeau, tu vois. Waouh. C'était la grosse classe. Il doit avoir la ressemblance. Mais là, en fait, il est venu dans l'émission d'M6 dans laquelle j'étais chroniqueur, La Grande Semaine. Et effectivement, si tu veux, lui qui parle de ces sujets, moi, tout de suite, on est devenu copains comme avec toi, si tu veux. Parce qu'il fait un effort incroyable pour débunker les fake news. Justement, mais moi, en fait, même à un moment, je pense qu'il a pas compris une remarque que j'ai fait parce que j'ai fait une espèce de blague en mode, réchauffement climatique, c'est pas vraiment vrai, tu vois, pour qu'il puisse dire, mais si, c'est vrai et tout. En fait, il m'a regardé, genre, mais qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Ça va pas du tout. Je croyais qu'il était dans mon camp, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais du coup, ce mec qui est devenu Silvano Trotta, ça devient une vedette des conspis au moment du Covid. Et depuis, il est passé en spécialiste de la poutinophilie et du désengage de l'Ukraine, et il va aussi beaucoup sur les questions climato-sceptiques. Ce que nous, on a constaté en tant qu'observateur du phénomène, et ça, toi, ça va te parler, c'est qu'en fait, tu as un mouvement de diffusion très forte des théories du complot au moment du Covid, que ça fait progresser l'adhésion dans la société, et que ce groupe de gens qu'on va appeler un peu comme ça les antivax pour pouvoir les qualifier là dans ces discussions, et ben en fait, il y en a une grosse partie qui va devenir climato-sceptique. Et pas forcément sur les arguments, pas forcément sur le lien entre une question sanitaire et une question scientifique, climatique et tout, sur l'idée dont on a parlé au départ que, en fait, le Covid, pour tout un tas de gens, c'est faux et on veut leur faire changer de mode de vie.
on veut les vacciner, Ça va marcher, on veut on fait faire le les passes climat. sanitaires, on veut machin et tout. Et en fait, le climat, ben, il retrouve la même pression. Parce que on veut leur faire changer de voiture, on veut les empêcher de rentrer dans certaines villes parce que leur bagnole pollue, on fait des discours sur la consommation de la viande, sur le barbecue, sur tout ça. Et donc du coup, ce qu'eux considèrent comme quelque chose d'important pour eux, leur mode de vie, leurs habitudes de consommation, leurs habitudes alimentaires, ils veulent pas qu'on y touche. Et donc, plutôt que de dire « Ah, attends, faut peut-être que je change ma manière de consommer », non. Je vais accepter l'idée pourtant fausse que le réchauffement climatique c'est pas vrai Le biais de confirmation. et que tout ça c'est inventé pour me faire chier et moi je vais continuer à rouler dans mon 4x4 au diesel en emmenant des côtes de bœuf à bouffer avec mes potes. Parce que David Chavanel, J'adore la ça- côte de bœuf, hein. Je suis Moi, pas. moi aussi, voilà, moi tu aussi, sais, mais il a justement... Mais si on peut en manger un peu moins que tous les jours, je pense que c'est C'est mieux. ça le but, et c'est meilleur quand on en mange Mais c'est- moins. c'est- C'est meilleur pour le corps, et Ouais, voilà, et c'est fou. Enfin voilà. Non, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que on est poussé en permanence dans ce monde à se radicaliser, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Alors qu'en fait, on devrait tous se modérer. Notre réflexe face aux choses, ça devrait être de nous modérer. Ça veut pas dire, tu vois, j'entends tout de suite notamment à mon avis, des gens qui te suivent et qui t'apprécient, qui sont dans un combat d'urgence climatique, parce qu'il y a une urgence climatique. Et donc, je veux pas que ces gens-là se disent ah ouais mais attends moi je suis engagé, il me dit qu'il faut pas être engagé. Non, c'est pas ça. On peut être engagé et pourtant être attaché aux faits et défendre un certain nombre de trucs. Donc le problème qu'on a avec la question climatique, mais pour moi elle est un peu la même que sur la question de la désinformation, c'est que le temps qu'on arrive à l'expliquer et donc potentiellement à proposer des solutions, peut-être qu'il sera trop tard. c'est ça. Et je pense que sur ce sujet, on a la même histoire et qu'en fait, sur l'histoire climatique, comme sur l'histoire des fake news, on est un peu comme les mecs qui essaient de lutter contre le dopage. Et ben, les mecs qui se dopent, ils ont un temps d'avance sur les mecs de l'agence antidopage. Toujours. Et si tu veux m'expliquer pour Lance Armstrong, bah, le mec, ça fait 7 fois qu'il gagne le Tour de France quand on arrive à le choper. Donc il a déjà gagné le Tour de France, donc on s'est déjà fait avoir. Et il passait tous les tests. Hein. Et il passait tous les tests, mais parce qu'en fait la recherche et l'argent, il va là où il y a ce besoin-là. Et tu vois, là on est dans une situation où on trouve tous que les fake news nous posent un problème, que ça se diffuse, que machin. Et en fait, il y a un moment où aujourd'hui, les gens qui font ça, qui diffusent ces fake news, ils croient un peu aux fake news ou ils sont dans un business de la fake news. Là, il y a des spécialistes, notamment du renseignement, des agences un peu de sécurité et tout, qui disent que on est à un moment où on pourrait voir arriver sur cet univers de la fake news des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui sont des criminels. Parce qu'en fait, c'est un tel business qu'on pourrait voir les cartels de coke colombiens basculer dans le business de la fake news, parce qu'en réalité, ça rapporte plus de fric, tu prends beaucoup moins de danger. Mais des États financent ça, Et- la fake news, et- pour déstabiliser d'autres États. Et alors là, on arrive tout de suite, bah oui, là, il y a des États qui financent tout ça. On pense systématiquement aux Russes et aux Chinois, on oublie un peu les Indiens, qui notamment dans leur conflit avec le Pakistan, notamment dans leur gestion de la politique intérieure et tout, ont quand même des trucs, des fermatrolles, des machins, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui ont été notamment documentées par un hacker français qui s'appelle Baptiste Robert, qui ont fait une petite dédicace. Et du coup, effectivement, ça peut aussi être utilisé par des États, et c'est utilisé par des États. Et là, il y a une question de souveraineté qui se pose. Et effectivement, ce qu'on a vu dans les dernières années, dans différents pays, et ben ouais, c'est pas très encourageant. J'imagine que tu as dû entendre parler à l'automne 2023 de l'affaire des punaises de lit en France. Oui, si. Ouais. Et que je me rappelle Pascal Pro sur CNews qui a fait le rapport, la corrélation éclatée au sol avec oui. l'immigration. Ah, c'est vrai que Mais ça, c'est vrai. absolument C'est vrai, aucun c'est rapport, vrai. tu vois. Et ben tu vois, ça aura permis, cette histoire-là, elle aura permis donc d'ajouter une autre théorie du complot à la théorie du complot, parce qu'en fait, les punaises de lit, c'est pas vrai. Ah, il n'y avait pas? Non. Il y a exactement le même nombre de cas de punaises de lit à la SNCF depuis 10 ans. Il n'y a Ok. pas du tout un pic en octobre 2023. C'est devenu une info. En fait, aujourd'hui, on le sait, ça a été documenté par l'agence Viginum qui monitore les influences étrangères.
c'est russe. Tu sais que c'était une psychose parce que, enfin pas pour tout le monde, mais j'ai eu des amis qui venaient à Bruxelles et qui ont dit on est désolé, écoutez, on va reporter notre venue parce qu'on pourrait vous amener des punaises de lit. Ouais, on passe par Paris avant, machin. Et je me suis dit, ils vivent sur Paris, tu vois, ils se sont dit ouais, ça se trouve, on a des punaises de lit, on va. Et finalement, ils sont venus un peu plus tard. Je dis, venez, on traitera le truc. Mais tu vois, regarde, tu vois là, le truc du billet de confirmation. T'envoies ton équipe de BFM tourner dans un cinéma pâté, puisqu'il y avait aussi des punaises de lit dans les cinémas. Le mec, il peut passer 4 heures dans la salle à filmer des punaises de lit. Hein. S'il a envie de les voir, il les verra. Hein. S'il a envie de les voir, il les verra. Ouais. Tu vois. Donc il y a un moment, là, pour le coup, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça déstabilise d'un point de vue de l'information, oui, mais le vrai impact, il est surtout business. T'as 2 semaines où les cinémas pâtés sont vides, à Paris. Chiffre d'affaires, SNCF, RATP, Hôtel Accor, Air France, tous ces gens-là, chiffre d'affaires qui explose. C'est merveilleux parce que dans ton livre, que je vous invite vraiment à aller choper, tu en cites plein, des connus. Forcément, bon, quand tu as parlé d'événements majeurs dans l'humanité, le Covid en est un, en tout cas dans notre époque contemporaine. Nous, ça a été un truc, mais attends, on n'aurait jamais imaginé vivre un truc comme ça. Il y a des générations qui n'auront pas vécu un truc pareil. Hein. Non, totalement. Tu vois, il y en a qui ont vécu la guerre, ouais, ok. Franchement, tu vois, les 3 mois enfermés, c'était une dinguerie. Mais tu crois que plus le traumatisme est immense, plus on va tenter d'essayer de rationaliser ce traumatisme. Et après, j'ai envie de savoir, parce que comme Canon, il y a eu du monde, comme plein de gens croient en ça, est-ce que ça nous fait du bien de nous valider entre nous en mode croire au même truc? Alors, c'est sûr. En fait, c'est-à-dire que tu as 2 phénomènes. C'est-à-dire que tu as un truc de tes croyances et tu as un truc du groupe social. Pour être accepté par le groupe social, il faut en partager un certain nombre de codes. Ouais. Quel que soit ce groupe social auquel tu vas appartenir. Beaucoup avec ça, on va y venir. Alors effectivement, il y a un énorme truc culturel autour du hip-hop, mais là c'est un autre type de problème, c'est que on est dans une époque où la seule contre-culture, elle est complotiste. Et donc pour tous ceux qui auraient envie d'être dans une forme de contre-culture, ce que je comprends, et ce que moi j'ai fait quand j'étais ado, tu vois, moi, la contre-culture, on écoutait du rap, Nirvana, on faisait du Goethe, tu vois, on faisait des trucs qui étaient pas acceptés par la société, qui étaient critiqués, donc on était dans une forme de contre-culture. Mais finalement, on était antiraciste. On était de gauche, on défendait l'idée, nous c'était pas tant la transition écologique, les forums sociaux, le forum économie, le forum social, c'était puis tu sais, c'était le truc des altermondialistes. Oui, c'était tout ce mouvement-là, tu vois, donc oui, bien sûr que le fait que d'autres gens y adhèrent, ça va t'amener à y adhérer aussi, et que tu as un phénomène de en gros, tu vas transférer de quelqu'un en qui tu as confiance les compétences sur le sujet dont il te parle. C'est assez naturel aussi. Moi, par exemple, où je pense aux gens qui te suivent sur la chaîne, ils ont une forme de confiance en toi, une relation avec toi. Et si tu parlais d'un autre sujet, en fait, probablement qu'ils te suivraient parce que ils ont cette confiance-là. C'est ça. Voilà. Et que ils se disent, tiens, lui, quand il parle, il sait de quoi il parle. Quand il parle d'écologie, oui. Est-ce que c'est le cas sur d'autres sujets? Je sais pas quels sont quel est ton travail derrière et tout ça. Voilà. Tu vois. Un peu géopolitique. Mais donc, je pense qu'il y a un truc de transfert, un peu comme une espèce de transfert magique. Alors que moi, j'ai confiance aux chercheurs que j'invite et enfin, j'ai confiance. On les challenge aussi pour certains. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup effectivement d'influenceurs qui ont été connus pour telle et telle raison et qui ont été dans... Tu sais, il y en a aussi beaucoup qui se sont retrouvés là malgré eux et qui ont été validés par tout un pan de la société, pas énormément, mais par un certain nombre de personnes. Et cette illusion du nombre leur a donné confiance dans leur argumentaire en disant ils sont là pour ça. Et tu vois, c'est un peu pourquoi les gens sont là, pour que tu ne deviens pas un cliché ou une parodie de toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai animé de la libre antenne. Bien sûr, mais j'ai animé de la libre antenne, j'ai fait des talk shows où les gens m'écoutaient le soir et me donnaient une confiance pour essayer de donner des conseils à des jeunes quand ils ont des problèmes avec leurs parents, à faire des blagues, à faire de l'humour. Très bien, tranquille, c'était ça. Mais on m'attendait
principalement que là-dessus. Et puis il y a des moments, mon patron il m'a dit oui, il serait bien que tu invites des politiques à l'antenne. Et j'ai commencé à inviter des politiques à l'antenne. Et parce qu'il avait bien compris effectivement que mais c'est bien pour lui, c'est intéressant pour lui parce que ça permet à la radio de se faire un peu connaître dans ce domaine-là et qu'on ne sait jamais qui va être élu. Moi j'étais jeune, donc moi je me dis je veux discuter avec des politiciens, il n'y a pas de problème. Mais donc j'ai été en quelque sorte utilisé pour quelque chose comme on est tous utilisés. Mais les gens m'ont donné leur confiance. Et c'est comme si maintenant je fais les limites planétaires, j'y vais à fond, et que tout d'un coup tu me retrouves sur un autre truc en train de dire les gars je vous vends du bitcoin, je m'y connais en bitcoin, miser sur mon code promo de bitcoin, etc. et je me fais de l'argent, j'ai utilisé leur confiance. Et beaucoup d'influenceurs, Idriss Aberkan, ont viré vers ça. Sans le citer. Non, sans le citer, ouais. Bah, ce personnage, moi il m'aime pas beaucoup. Hein. Mais je pense que toute personne qui fait un travail de débunkage, un travail de profondeur... il est un peu ennuyeux ce personnage parce que quand il parle de toi, il y a tous les gens qui l'aiment qui viennent te dire à quel point il t'aime pas. Et c'est un peu violent, ouais. Le Idriss Aberkan, ça... Par exemple, c'est pas très agréable. Les raisons pour lesquelles on pouvait l'écouter à une époque, que moi je l'écoutais, sur cette notion du cerveau, comment le cerveau fonctionne, etc. J'avais lu le livre, je l'avais acheté, j'étais jeune, je me dis ah tiens, je le regarde et je me dis bon, j'ai pas trop de trucs profonds, mais ça me fait plaisir, ça répond à certaines questions, ça remet en question le système éducatif, etc., etc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça partait peut-être potentiellement d'une bonne intention. Et là maintenant, ça dérive dans la géopolitique. Il dit des conneries sur le BRICS. Il dit des conneries sur le changement climatique. Ah, sur le changement climatique, c'est terrifiant. Mais voilà, même sur les questions politiques et tout, c'est oui, hallucinant. Il a invité le Raptor pour dire oui, mais des écologistes nous sont tombés dessus. Et le Raptor qui a dit des bêtises immenses, en fait, qu'on a débunké facilement. Alors lui, là, sa vidéo a 3 millions de vues en 2 jours, là, où il disait... Mais c'était, en plus, ça faisait longtemps qu'il n'avait rien fait. Mais c'est ça, et c'est un problème, parce que forcément, cette fausse information a beaucoup tourné. Alors, ça s'est beaucoup retourné contre lui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose importante. 89% des gens croient au changement climatique. Non, alors, ça dépend où, dans quel pays. En Belgique, c'est 4 personnes sur 10 qui n'y croient pas, dont 3 qui disent c'est un cycle naturel, on n'a pas de contrôle, c'est pas l'homme, c'est la nature. Et 1%, donc 1%, pardon, 10%, mais une personne sur 10 qui dit il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc tu vois que là, même sur cette catégorie, tu as donc des négationnistes. Il n'y a pas. Et tu as des révisionnistes. Ouais. En fait, c'est l'homme, c'est pas l'homme, c'est machin. Et puis, tu as des gens qui écoutent les faits et la science. Ce qui est intéressant moi, je trouve que l'objet complotiste climatique, il est hyper intéressant parce que justement, il est assez unique en son genre. Il est créé par l'industrie. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que, en fait, à la fin des années 70, le consensus scientifique, il est quasiment total sur le réchauffement climatique. Et il va changer, sous les coups de boutoir de l'industrie pétrolière. Et ça, effectivement, c'est probablement déjà pas assez expliqué, pas assez raconté, et ça devrait nous pousser à voir d'une manière totalement différente les opérations de communication de l'industrie pétrolière aujourd'hui. Il y a un truc qui est sûr, c'est que sur cette question du réchauffement climatique, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'y croire, pour toutes les raisons qu'on a données. Et il y a plein de gens qui ne veulent pas voir. Et en même temps, cette question, elle est ultra prégnante pour tout le monde. En fait, c'est ça, moi, qui m'embête un peu avec cette histoire de théorie du complot autour du réchauffement climatique. C'est que ces gens-là, quand ça va arriver, ils vont avoir un rappel de... Tu penses? Parce que ça en train de se produire. Il y a Valence, mais on trouve d'autres biais, ils trouvent d'autres biais, d'autres raisons. Oui, alors effectivement, oui, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est en train de se produire, on est dedans, là. Soit ils adhèrent, soit ils changent d'avis, ils disent « Ouh là là, en fait, j'ai fait n'importe quoi et on a un problème », soit ils vont être obligés d'aller trouver un biais de confirmation supplémentaire. Nous, en Belgique, avec Verviers 2021, on a rejeté la responsabilité sur des humains, sur des gens, en disant « Ouais, mais il y a une erreur, les barrages n'ont pas été, les vannes n'ont pas été ouverts avant, il y a eu toujours cette volonté de trouver d'autres responsables, tu vois. Et c'est quand même ça qui est un petit peu particulier, j'ai l'impression que... Mais regarde sur Valence. Sur Valence, bien sûr que les pluies torrentielles sont sont accentuées par le réchauffement climatique. Oui, mais il y a un élément qui est en fait... qui est un peu lié au réchauffement, mais qui n'est pas vraiment, c'est l'urbanisation de cette zone.
dans lequel ils ont tellement bétonné ouais. que en réalité l'eau ne peut plus pénétrer dans les sols, et donc il y a une espèce de phénomène de coulée de boue qui se crée à peu près partout. Et effectivement, pour avoir discuté au moment des intempéries à Valence avec des météorologues ultra sérieux et tout, qui sont pas du tout dans la négation du changement climatique, hein. Mais il disait, voilà, là, dans l'état actuel des choses, on est plutôt sur l'urbanisation et des pluies torrentielles et tout qui sont accentuées que vraiment il y a d'autres phénomènes récents qui étaient plus liés au réchauffement climatique d'après ces experts-là, même s'ils ne disaient pas qu'il n'y avait pas de lien, ils disaient que voilà, mais tu vois, la complexité. Les choses sont compliquées. Essayons de garder cette complexité. Essayons d'arriver à... Ne pas tomber dans la simplification. Mais oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe dans la simplification, en fait, on tombe dans la recette magique des théories du complot. T'as un problème que tu n'arrives pas à résoudre et sur lequel tu n'arrives pas à identifier les responsables. Parce qu'il y a plein de problèmes sur lesquels on n'arrive pas à identifier les responsables parce que Mais reprenons notre histoire de Covid. Si le Covid, c'est Bill Gates, c'est super facile, mec. Tu défonces Bill Gates, il n'y a plus de problème. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que non seulement ça te donne une réponse à une question que tu n'as pas, mais mieux, ça te donne une solution. Un exemple beaucoup plus dramatique, mais qui fait écho à l'actualité en France ces dernières semaines, l'une des principales théories du complot en langue française, c'est le grand remplacement. C'est l'idée qu'il y aurait une organisation de l'immigration musulmane pour remplacer des blancs chrétiens dans les pays occidentaux. Cette idée-là, qui est une idée raciste, fausse, et ben Camus, hein, c'est ça. Ouais, alors oui, tu verras, c'est un peu plus, ça remonte plus loin, mais c'est lui qui l'a popularisé. Il l'a popularisé en faisant un objet politique. Et ce truc-là, c'est la justification de Brendan Tarrant à Christchurch en Nouvelle-Zélande pour massacrer des musulmans dans les mosquées. Et ce qui s'est passé à Alès, c'est influencé par ça. Ouais. Le mec qui a été dans une mosquée massacrer un fidèle à coups de couteau, c'est parce qu'il croit au grand remplacement et qu'il a peur. Donc du coup, sa solution, c'est de tuer des musulmans. Donc tu vois, il y a un problème, et ta solution... Le complotisme tue. Clairement. Oui, parce que le grand remplacement, c'est une théorie qui fait énormément de bruit, qui est on va dire, le champ d'action de beaucoup de politiques d'extrême droite, de politiques racistes, qui commencent à arriver au Canada, qui est utilisé aux États-Unis aussi. C'est la thèse de Trump. Hein. Ouais, littéralement. Et c'est la thèse de Mélanie en Italie. Mais Valérie Pécresse a quand même sorti... Valérie Pécresse l'a défendu. Ouais, non au je sais plus quoi, et puis non au grand remplacement, où tu te dis, ok les gars... Non au grand déclassement, non au grand remplacement. Voilà, et donc tu es dans quelque chose qui est littéralement faux, il n'y a pas de projet comme celui-là, mais c'est dingue parce que j'ai envie de dire, j'ai juste envie de dire un truc, si on est dans l'universalisme, et comme beaucoup de gens... blancs disent, qui votent extrêmement, qui sont racistes, qui disent « Ouais, mais c'est vous qui ramenez la couleur, nous on voyait pas les couleurs, c'est vous qui ramenez la couleur. » Mais c'est bien la couleur que vous voyez à travers la notion de grand remplacement. Moi je suis daltonien, j'ai pas le genre de problème. Voilà, t'es vraiment daltonien? Je suis vraiment daltonien. Ça va, tu me vois quelle couleur bleue? Ouais, non, je te vois remplacement. Super. Pour arriver à la dernière ligne droite, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, non, rapidement, je voudrais te parler. En début de vidéo, tu as entendu que j'ai parlé les algorithmes. On est en algocratie, les algorithmes décident un petit peu de tout et n'importe quoi. C'est des discussions que j'ai beaucoup avec des artistes qui me disent, bon, écoute, aujourd'hui, en vérité, c'est Spotify qui décide quand tu deviens une star, quand tu deviens pas une star. En fonction de l'investissement budgétaire qu'il y a, des maisons de disques qui disent, ouais, on voudrait t'acheter autant pas de vues, de diffusion sur telle et telle playlist, et c'est ça qui va engendrer des vues ou pas. Donc tu n'achètes plus les vues, mais tu investis aujourd'hui. Si tu achètes toujours des vues, il y a toujours des robots, il y a toujours... bref, et Spotify s'auto-offre des vues sur certains trucs. Bref, c'est tout un sujet, on fera une vidéo un jour là-dessus, qui sait peut-être. Mais que l'algorithme déciderait aujourd'hui d'absolument tout. Dictature des algorithmes, toi tu as une critique par rapport à ça? Mais oui, en fait, moi j'ai un problème avec ce qui n'est pas transparent. L'algorithme n'est pas transparent. Et j'ai un problème avec les choses qui ont beaucoup d'impact sur la société qui ne sont pas transparentes.
Je veux savoir, je veux voir. Je veux voir pour être sûr qu'il n'y a pas une arnaque. Parce que mon sentiment et mon expérience de ces réseaux, c'est qu'il y a une arnaque. C'est qu'en réalité, bring people together, qui était la phrase de base de Facebook, non en fait. En fait, les réseaux sociaux ont éclaté la société. Ils l'ont morcelé. Ils nous ont enfermés dans des bulles sans qu'on s'en rende compte. Ils nous ont renforcés dans nos propres croyances sans qu'on s'en rende compte. Mais à la fin, on est tous dressés les uns contre les autres. On vit tous dans un espèce de silo idéologique dont on n'arrive pas à sortir. Et en fait, c'est déjà un peu notre nature à la base. Mais là, ça a été tellement amplifié et ça se passe des centaines de fois par jour. En moyenne, une personne de moins de 35 ans regarde son portable 600 fois par jour. Donc ça veut dire que 600 fois par jour, tu te prends un coup de manipulation algorithmique. Les notifications, ça joue sur ta perception, ça joue tellement fort sur tes émotions que tu n'as plus tout ton cerveau quand tu récupères une notification. Et donc on estime que tu perds 10 points de QI par notification. Donc tu vois que les algorithmes, ils ont un impact énorme sur nous. Ça ne veut pas dire que tu les récupères pas, les points, tu les récupères après. Hein. Ouais, non, sinon je serais à moins 1 million. Ouais, on est à moins 4 millions à 2. Donc, tu as un truc sur les algos qui est un manque de transparence. Et on voit bien que dans cette recette du Coca-Cola, dans ce secret des dieux, tiens en fait, tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. La réalité, c'est que si les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, désormais TikTok, Twitter, si ces entreprises nous avaient dit au départ comment elles allaient gagner de l'argent, on les aurait jamais laissé faire. Comment elles font de l'argent ? Manipulation de masse. Elles captent toutes nos informations personnelles pour faire de la projection psychologique et comportementale de ce que nous allons faire. En gros, elles ont fait un commerce de nos secrets psychologiques et de nos intimes. Waouh. Ok, donc en fait mes secrets sont vendus par un réseau social à quelqu'un qui va me cibler avec une publicité pour me faire acheter un truc ou me faire acheter une idée. Et ça devrait s'appeler la démocratie et la liberté. Je crois pas. Je crois que la liberté, c'est aussi le libre arbitre. Et que pour pouvoir exercer son libre arbitre, il faut être dans un univers dans lequel tu as conscience de ce qui se passe. L'absence de transparence des algorithmes empêche totalement tout cela. Et ce que l'on sait par des lanceurs d'alerte de ces entreprises, c'est que ces algorithmes ont un impact dingue en réalité. Ils ont un impact dingue sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de réagir, sur nos émotions. De nous voir nous-mêmes. Sur notre manière de nous voir nous-mêmes. Et on sait, par exemple, tu vois, même en sortant du domaine des fake news, chez Instagram, ils ont des études internes qui montrent que 15% des adolescentes britanniques qui utilisent Insta ont des pensées suicidaires quand elles ferment l'appli. Est-ce qu'ils modifient l'appli ? Non. On a donc des gens qui ont fabriqué un produit dont ils savent qu'un utilisateur sur 6 a des pensées suicidaires à la fin de l'utiliser et ils ne changent rien. Combien de temps on peut accepter ça ? Combien de temps on peut laisser nos enfants, nos ados, nos cousins, nos potes subir ça sans dire quelque chose ? Je crois qu'on est vraiment face à une urgence. Et je le dis avec beaucoup de mesures dans une chaîne qui parle de l'urgence climatique. Je pense que ces deux urgences sont liées. Les limites humaines aussi, il faut en être une. Hein. Exactement. Et je pense que là, on a une urgence commune entre ceux qui ont compris qu'il y avait un enjeu climatique énorme et que pour arriver à l'atteindre, notre seule manière, ça va être de convaincre des gens que c'est la vérité. Et pour les convaincre, on n'aura pas beaucoup d'autres outils que ceux-là. Et donc, si ces outils, fondamentalement, jouent contre nous, en fait, on ne pourra jamais gagner ce combat. Et peut-être que, tu vois, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé des informations, on a beaucoup parlé de changement climatique. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, on n'aura pas le temps d'en parler, mais je voudrais laisser une porte ouverte. Les gens qui nous regardent sur deux informations qui montrent bien qu'en réalité, la problématique numérique et la problématique climatique, elles vont s'embrasser très rapidement. Pour développer ChatGPT 3, juste pour le développer, pour fabriquer ChatGPT 3, il a fallu la moitié de la consommation d'eau du Royaume-Uni sur un an. Donc 6 mois de consommation d'eau de la totalité de la population du Royaume-Uni. Et
100% de l'électricité du Japon sur un an. Ok? Donc ça veut dire que Pour le concevoir. pour le concevoir. La semaine dernière, il y a 3 semaines, pardon, le patron de ChatGPT nous a dit Ça va, arrêtez ouais. de dire bonjour et merci aux IA, parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous consommez de l'énergie. Il nous dit quelque chose dans cette histoire. Il nous dit arrêtez de dire bonjour et merci, parce que ça me coûte de l'argent. Ça me coûte de l'argent, ouais. Et là, on a un enjeu de souveraineté européenne. Parce que un data center pour faire de l'IA, en Europe ou aux États-Unis, il ne consomme pas du tout la même chose. En Europe, il est 20 fois plus clean. Donc si on décide que, pour la question planétaire, l'IA se développe aux États-Unis, eh ben on a 20 fois moins de temps que si on la développe en Europe. C'est ça. Je pense que ça devrait nous alerter sur quelque chose. Faut-il la développer? Après, c'est inarrêtable, c'est lancé. C'est lancé. Même peut-être que la limite des ressources. En fait, la limite des ressources va peut-être effectivement. Effectivement. Non, mais tu vois, moi je crois qu'il y a un moment. Peut-être se dire, bon, c'est plus intéressant effectivement de le faire en Europe s'il faut le faire, quoi. La question, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où ces deux questions-là, elles vont être tellement entremêlées que, écoute, il faudra peut-être qu'on fasse une chaîne YouTube ensemble. Ah, ce serait génial. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette idée de génie. Oh, j'adorerais. On pourrait faire un truc mi-frite, mi-débat. Je vais à tous les instants, on tourne et c'est parti. C'est peut-être quelque chose qui vient de naître là en direct. Et il est malin, il me l'a fait comme ça. Boum. Moi, j'adore lancer des nouvelles chaînes YouTube. Moi, Non, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec toi. Merci, Thomas. Et du coup, on se verra à Lyon aussi. Oui, parce qu'au moment où nous faisons ce tournage, effectivement, dans quelques jours, nous serons au Climat Libé Tour. Alors, le moment où cette vidéo sortira, ce sera déjà passé. Oui. Mais effectivement, on est invité par Journal Libération pour justement parler de tout ça, parler de toute cette situation et faire le lien avec le climat. Alors, on n'a pas eu l'occasion de parler de Maître Gims et des Égyptiens avec les pyramides. Non, mais on reviendra. Ouais, on reviendra. On reviendra. On sera- T'inquiète pas, je pense que dans les 6 mois qui viennent, tu vas en avoir un qui va te lâcher une dinguerie et que tu auras envie d'en reparler et qu'on se reverra, mon cher Vince. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être Merci avec Thomas, toi. résister aux fake news, comment faire face aux théories du complot les plus courantes, donc un petit manuel de résistance quotidienne. Il est ici, je vous mets les liens bien sûr en commentaire, c'est important. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez passé un bon moment avec nous, appréciez également cet audio si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer et tout le reste. J'espère que vous êtes toujours accrochés pour l'avenir. On a besoin de vous dans cette bataille. La résistance n'en est qu'à ses prémices. Je suis d'accord, il faudra résister au changement climatique comme à la désinformation et on se retrouvera. Eh ben parfait. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao à tous. Ciao Vince. Ciao Thomas. Quelle est ta définition du réel?